Cadre de nos travaux respectifs sur le projet de loi relatif à l'industrie verte, qui sera examiné en séance publique, je vous le rappelle, le 20 juin prochain. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. L'examen de ce projet de loi a été renvoyé à la Commission des affaires économiques, comme vous le savez, mais 12 articles sur les 19 que compte le texte aujourd'hui ont été délégués au fond, respectivement à la Commission du développement durable, des lois et des finances. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir ce soir nos collègues des 4 commissions. Vous serez indulgent avec moi si je ne vois pas tous les doigts se lever. Voilà. Monsieur Bruno Le Maire, vous vous êtes donné comme objectif de remonter la part de l'industrie dans le PIB français de 10 à 15 %. Il s'agit bien entendu pour la France de recréer de l'emploi, mais il s'agit aussi et surtout de s'assurer que la France conservera dans les années à venir des capacités de production autonomes, en particulier dans les secteurs critiques qui soutiendront la transition verte et plus largement dans les secteurs stratégiques pour la souveraineté française. Nous partageons bien sûr ces objectifs, en tout cas avec les co-rapporteurs Franck Montaugé et Amel Gacquer, avec qui nous avons commis un rapport sur la souveraineté française économique. Nous partageons bien sûr ces objectifs. Il me semble aussi que la philosophie générale du projet de loi, qui vise à concilier de manière dynamique développement industriel et transition verte, doit être saluée. C'est pour nous une évidence, mais il est indispensable de répéter que la transition écologique se fera avec et grâce à nos industriels et bien sûr pas contre eux. Nous partageons donc votre ambition, mais je dois vous dire que le détail des mesures proposées à date dans le texte nous laisse un petit peu sur notre faim. Vous nous promettiez le 16 mai, je cite, des instruments révolutionnaires. Nous avons trouvé dans ce texte des mesures techniques, ultra ciblées, qui ne nous semblent d'ailleurs pas particulièrement cibler la décarbonation de l'industrie et la création d'industries vertes en France. Je le répète, tout cela va dans le bon sens, mais sans doute vous nous expliquerez en quoi ces dispositifs sont de nature à rompre de façon révolutionnaire avec des décennies de désindustrialisation. Car à première vue, nous sommes encore un peu sceptiques. Je laisserai mes collègues rapporteurs qui sont en face vous interroger plus précisément sur les articles qui relèvent de leur périmètre, mais je souhaiterais vous poser quelques questions d'ordre général. Premièrement, vous avez annoncé un certain nombre de mesures fiscales, notamment un crédit d'impôt investissement industrie verte, mais sa création est renvoyée à la prochaine loi de finances. Or, tous les industriels avec lesquels nous échangeons insistent sur le fait que ces dispositions fiscales, ainsi que le volet aide publique, seront les plus incitatives pour eux. Face au financement massif consenti par le gouvernement américain dans l'IRA, et alors que vous le dites vous-même, il y a urgence à attirer de nouveaux investissements, n'aurait-il pas été précieux de ne pas perdre les 6 prochains mois? Deuxièmement, nous avons besoin de clarifications sur le périmètre des industries qui seront éligibles aux dispositions prévues par le projet de loi. Je pense en particulier aux procédures dérogatoires en matière d'urbanisme, pour lesquelles on parle dans le texte tantôt de secteur des technologies favorables au développement durable ou tantôt de projets concourant à la transition écologique. Quels sont ces secteurs? Comment seront-ils définis? Et bien sûr, sur quels critères? Il y a notamment une question d'articulation avec le droit européen, puisque le futur règlement Net Zéro Industrie, actuellement en cours de négociation, vise précisément, comme votre projet de loi, à faciliter l'implantation d'industries vertes en Europe et à flécher les financements. La place du nucléaire dans ce règlement fait par exemple débat. Ce n'est pas une question anodine pour la France et nous souhaiterions des clarifications sur le traitement de la filière nucléaire dans le projet de loi. Enfin, au Sénat, Chambre des territoires, vous ne pouviez pas ne pas être interrogé sur le fameux article 9, qui réussit l'exploit à faire l'unanimité contre lui, alors que tout le monde s'accorde par ailleurs sur sa finalité, qui est d'accélérer les délais administratifs d'implantation industrielle. Pour nos collègues, je précise que l'article 9 crée une nouvelle procédure d'autorisation d'urbanisme qui permettrait au préfet, pour des projets qualifiés par décret d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, de mettre en compatibilité d'office l'ensemble des documents de planification et d'urbanisme concernés
pour permettre la réalisation du projet. À ce stade, aucune concertation avec les élus locaux n'est prévue. Vous justifiez là encore cette disposition par la nécessité d'aller plus vite, que nous partageons, mais accordez-moi que c'est faire porter aux collectivités et aux élus locaux la responsabilité des longueurs procédurales qui ne sont pas de leur fait, mais nous le savons tous, qui découlent de la surabondance de règles, de concertation, d'enquêtes et de l'incapacité souvent des services déconcentrés de l'État devenus faméliques à traiter et accompagner correctement les projets qui émanent des territoires. Personnellement, je ne connais pas un seul maire ou un seul président de région qui s'opposerait au développement économique de son territoire. Mais peut-être en connaissez-vous, Monsieur le ministre, et peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi, selon vous, seul l'État serait capable de faire vite et bien. Évidemment, je finirai par là. Cette procédure hyper dérogatoire de l'article 9 est d'autant plus inacceptable qu'aucune disposition n'est prévue parallèlement pour exempter les collectivités et les régions où seraient implantés ces grands projets industriels du fameux décompte du ZAN. Et ceci, contrairement à l'engagement qui avait été pris par votre collègue Christophe Béchu lors de l'examen de la PPL sénatoriale ZAN dans notre hémicycle en mars dernier. Qu'en sera-t-il au final? Comment envisagez-vous de traiter ces grands projets et les projets industriels de manière générale au regard du ZAN? Les représentants de la commission spéciale ZAN que je vois présents ce soir ne manqueront pas de vous interroger, j'imagine, sur ce sujet. Je vous laisse donc la parole, puis ensuite nous prendrons les questions des rapporteurs, puis de l'ensemble de nos collègues, avec une contrainte qui est de terminer au plus tard à 19h45. Voilà, mes chers collègues. Merci, Madame la Présidente, chère Sophie Primas, Monsieur le Ministre, cher Roland Lescure, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je suis très heureux de vous présenter pour la première fois devant l'ensemble des commissions concernées ce projet de loi sur l'industrie verte en compagnie du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, projet de loi qui est décisif pour accélérer la réindustrialisation de notre pays et réussir la transition écologique. Pourquoi ce projet de loi sur l'industrie verte? Parce que nous avons une dette et parce que nous avons un défi. Nous avons une dette vis-à-vis de la nation en matière industrielle. Cette dette industrielle, c'est 40 années de délocalisation industrielle au nom du concept fumeux de l'industrie sans usine, porté par les élites politiques et les élites économiques à l'unanimité ou presque pendant des années. Ce concept fumeux, il s'est traduit par 2,5 millions d'emplois détruits, 600 usines fermées, une part de l'industrie dans le PIB qui est tombée de 20 à 10%, là où elle est restée à 23% en Allemagne et stabilisée à 18% en Italie. Cette dette industrielle, c'est un drame économique pour notre nation qui a perdu de ses capacités de production. C'est un drame social, en particulier pour les ouvriers et les familles d'ouvriers qui ont subi cette désindustrialisation de masse. Et c'est un drame écologique, parce que tout ce qui n'est plus produit en France dans des conditions environnementales satisfaisantes est importé de pays qui ne respectent pas les mêmes conditions environnementales. Et dans le fond, tous les efforts que nous faisons pour réduire nos émissions de CO2 sur le territoire national sont plus que compensés par l'importation de CO2 venus d'autres pays extérieurs à l'Union européenne. Nous avons commencé avec le président de la République à engager cette reconquête industrielle depuis 6 ans. Et nous l'avons fait en prenant toutes les décisions courageuses que d'autres ont refusé de prendre. Je pense en particulier aux décisions fiscales, qui ne sont pas les plus populaires, mais qui sont les plus nécessaires. L'industrie, c'est du capital. Garder une imposition très lourde sur le capital, c'était ruiner notre industrie. L'industrie, c'est de la compétitivité. Garder des impôts de production 7 fois plus élevés que nos voisins allemands, c'était ruiner notre industrie. L'industrie, c'est des compétences. Dévaloriser des métiers industriels alors que nous avons besoin de chaudronniers, de soudeurs, de techniciens de maintenance, d'ingénieurs, c'était tuer notre industrie. Nous avons, depuis plus de 6 ans maintenant, renversé la tendance, ouvert 300 usines, donc nous avons quasiment rattrapé la moitié de ce qui avait été détruit, et créé pour la première fois depuis 30 ans 90 000 emplois industriels dans notre pays. Nous avons même réussi l'exploit
de recréer pour la première fois depuis Airbus de nouvelles filières industrielles. L'usine Gigafactory de batteries électriques que j'ai inaugurée hier à Douvrin, après 4 années de scepticisme généralisé, va nous permettre de rattraper notre retard par rapport à la Chine en matière de production de batteries électriques. Et s'il y a une sénatrice ou un sénateur ici, ce que je ne pense pas, qui doute de la capacité de la France à gagner cette bataille industrielle, je l'invite à aller visiter cette usine de batteries électriques de Douvrin, qui montre que nous avons les technologies, le savoir-faire, l'envie, le financement, les entreprises privées et la vision de long terme qui doivent nous permettre de faire remonter la part de l'industrie dans le PNB de 10 à 15% dans les années qui viennent. Nous avons également un défi. Le défi, c'est la transition écologique. La transition écologique change radicalement la donne de l'économie mondiale. D'abord parce qu'elle demande une électricité décarbonée massive. C'est la raison pour laquelle le président de la République a présenté un plan en 3 axes: sobriété, énergie renouvelable, développement de nouvelles énergies nucléaires. En deuxième lieu, parce que, comme l'a parfaitement indiqué le rapport Pisani-Ferry, sur lequel je reviendrai, nous allons avoir des besoins de financement de l'ordre de 60 à 70 milliards d'euros pour cette décarbonation. Et en troisième lieu, parce que cette transition écologique nous place face à un choix politique, au sens le plus noble du terme. Pour réduire les émissions de CO2, il y a dans le fond 2 grandes options. La première, c'est la décroissance. Produire moins, importer plus. Cette solution, nous la refusons. La deuxième option, c'est la croissance verte, produire plus, mais produire mieux, en investissant massivement dans les technologies vertes et dans l'industrie verte. C'est la voie que nous vous proposons avec ce projet de loi sur l'industrie verte. Qu'est-ce que c'est que l'industrie verte? C'est 2 choses différentes mais complémentaires. La première chose, c'est la décarbonation des industries existantes. Et je veux le dire avec beaucoup de force à tous les ouvriers qui s'inquiètent, à tous les ingénieurs, à toutes les PME industrielles qui maillent notre territoire dont vous êtes les représentants. Nous ne laisserons pas tomber l'industrie traditionnelle. Notre objectif n'est pas de remplacer une industrie par une autre. Notre premier objectif doit être de décarboner l'industrie existante. La deuxième chose, c'est que nous voulons, dans le même temps, produire de nouvelles technologies vertes, de nouveaux produits verts. C'est ce que j'appelle les Big Five, les 5 grandes technologies essentielles à la transition écologique: les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques, les batteries électriques pour les véhicules électriques, l'hydrogène vert et les produits éoliens. Voilà les 5 grands secteurs économiques dans lesquels nous voulons investir pour l'industrie verte. Comment est-ce que nous voulons y parvenir et comment est-ce que ces 19 articles de loi vont nous permettre d'opérer ce que j'appelle effectivement cette révolution industrielle verte? Car il y a bien, je répondrai à la question de la présidente, une révolution dans la conception des projets, dans leur financement et dans leur ambition. Le premier défi auquel nous sommes confrontés, pour être très pragmatique, vous l'êtes tous ici, c'est quand un investisseur français ou étranger vient en France pour bâtir une usine, il cherche un terrain. Vous avez été maire, élus locaux, je l'ai été aussi. Chacun sait bien que ce qui fait le plus défaut dans notre territoire, merveilleux mais plus petit que d'autres, c'est du terrain à bâtir et notamment du terrain pour l'industrie. Il est essentiel d'abord que ce terrain soit disponible rapidement. Une fois qu'il a été identifié, il faut que les procédures aillent plus vite. Premier élément de révolution, nous proposons de diviser par 2 le délai d'instruction des ouvertures ou des agrandissements de sites industriels, pour le passer d'un peu plus de 18 mois à 9 mois. Avec une méthode que nous assumons, qui je le sais va faire débat, qui est de passer d'une procédure successive à une procédure parallèle. Aujourd'hui, nous avons une procédure successive, où les différentes étapes se succèdent les unes après les autres, avec évidemment, entre chaque étape, des transitions qui peuvent durer, hélas, plusieurs semaines, et qui nous amènent à ces fameux 18 mois. D'abord, on dépose le dossier, il est analysé par la DREAL, puis vient l'avis de l'autorité environnementale, puis vient l'enquête publique, puis vient le rapport du commissaire enquêteur,
puis vient la rédaction de l'arrêté d'autorisation pour un total réel de 18 mois. Nous proposons que l'ensemble de ces procédures soient menées ensemble pour gagner un temps considérable, tout en ayant d'ailleurs une consultation publique plus approfondie. Il ne s'agit pas de faire ça au détriment des exigences environnementales ou au détriment des exigences de consultation du public, mais de les concentrer en un même temps pour nous assurer que les délais sont comparables à ce qui est pratiqué dans tous les autres pays européens, sans quoi nous n'avons aucune chance de gagner cette bataille industrielle. Le deuxième élément, c'est que même si les procédures vont vite, encore faut-il que le foncier soit disponible. Pour avoir plus de foncier disponible, nous proposons un certain nombre de mesures. Nous proposons d'abord, avec la Banque des territoires, de mettre à disposition un certain nombre de sites clés en main qui seront financés par la Banque des territoires. Nous proposons de rehausser la créance environnementale au rang des créances privilégiées pour la première fois en France, de façon à ce que les industriels soient responsables de la dépollution des sites. Là aussi, tous ceux, c'est-à-dire, je pense, la totalité des présents dans cette salle qui ont été élus locaux savent bien que payer pour la dépollution revient en général à la charge de la collectivité locale ou de l'État et que l'entreprise peut s'en décharger. Nous souhaitons qu'elle devienne responsable en rehaussant la créance environnementale. Enfin, nous proposons, la présidente en a parlé, d'accélérer les projets d'intérêt national majeur. Là-dessus, je veux être très clair parce que l'interrogation de la présidente est parfaitement légitime. Cette procédure d'exception ne concernerait que les sites majeurs comme les gigafactories, des projets à plusieurs milliards d'euros représentant des milliers d'emplois. L'idée est que l'État puisse prendre la main pour accélérer les procédures, mais je suis évidemment ouvert, m'en remettant à la sagesse des sénatrices et des sénateurs, à des possibilités d'amendements sous forme, par exemple, d'avis conformes des élus locaux, qui pourraient dire oui, il faut que l'État puisse accélérer sur ce projet. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait à Dunkerque, sur la Gigafactory, que nous avons ouverte et obtenue pour les batteries ion lithium solides réalisées par Prologium. Et ça s'est fait en parfaite entente avec les élus locaux. Donc je suggère, sur la recommandation toujours sage de la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, que nous amendions le texte sur ce point pour nous assurer que cela ne se fait jamais contre les élus locaux. On ne fait rien dans un territoire contre les élus locaux. Cela n'existe pas dans une démocratie et cela ne doit pas exister en France. Donc je suis évidemment ouvert à toute proposition d'amendement sur le sujet. Deuxième élément, une fois que nous avons trouvé le terrain, établi les normes pour que ce terrain soit disponible, accélérer les procédures pour que l'investisseur ne parte pas au bout de quelques instants en disant c'est trop long. Il faut financer le projet. Pour financer le projet, je rappelle que nous allons avoir besoin de capitaux pour des montants extraordinairement élevés. Nous proposons d'abord de mobiliser l'épargne privée, que ce soit sous forme d'unités de compte dans les plans d'assurance vie, où nous proposons qu'il y ait une obligation légale d'avoir une unité de compte servant au financement des projets pour l'industrie verte, sur les plans d'épargne retraite, sur le livret de développement durable et solidaire dont les fonds doivent être orientés vers l'industrie verte, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui, ou par la mise en place d'un plan d'épargne climat. Nous attendons 1 milliard d'euros de collecte de ce plan d'épargne climat qui pourrait être ouvert pour tous les jeunes ayant moins de 18 ans à la naissance de votre enfant, avec un taux de rémunération qui devrait être supérieur à celui du livret A parce que l'investissement est de long terme, et avec des conditions fiscales exceptionnelles, puisque nous avons décidé qu'à la sortie de ce livret, il y aura 0 charge et 0 impôt. Il n'y a aucun placement en France, excepté le livret A, qui bénéficie de telles règles dérogatoires en matière de fiscalité, ce qui rendra, je pense, ce plan d'épargne climat très attractif pour les parents et leurs enfants. Au total, avec la seule épargne des ménages, nous comptons mobiliser 5 milliards d'euros d'épargne privée pour le financement de l'industrie verte. Je dis au passage, même si je salue le travail remarquable qui a été fait par Jean Pisani-Ferry dans son rapport, que c'est exactement le montant de l'ISF vert. Je préfère mobiliser l'épargne que créer un nouvel impôt. En tout cas, c'est ma conviction.
Enfin, dans le financement, nous prévoyons effectivement, comme l'a rappelé la présidente de la Commission, la mise en place d'un crédit d'impôt. Je rappelle que n'existent aujourd'hui que des subventions. Ces subventions sont déjà, par rapport à ce qui existait dans un temps très lointain où j'ai démarré comme ministre de l'économie et des finances, sont déjà une véritable révolution. Il y a 6 ans, il était hors de question d'apporter des aides d'État à un projet industriel. Nous avons réussi à obtenir, avec le président de la République, la Commission européenne, une véritable révolution idéologique avec la mise en place des programmes d'intérêt collectif européens où, pour la première fois, chaque État européen a la liberté sur un projet industriel de dire « vous venez, je vous donne 100, 200 millions, 500 millions », parfois des sommes plus importantes qui se chiffrent en milliards. On peut le regretter, mais c'était ça où aucun projet industriel ne s'implantait en Europe. Que ce soit sur les batteries, les semi-conducteurs, les véhicules électriques, l'industrie automobile ou d'autres investissements, tout serait parti en Chine ou aux États-Unis, puisque Chine, comme les États-Unis, proposent des aides d'État massives aux industriels pour s'implanter sur leur sol. Ce que Chine et États-Unis ont et que nous n'avions pas jusqu'à présent, c'est des crédits d'impôt. Non seulement si vous vous installez, on vous offre une subvention au départ, mais en plus, on vous donne un crédit d'impôt pour votre production. C'est ce que nous proposons de faire pour 4 des 5 productions. Toutes les productions industrielles vertes que j'ai citées, à l'exception de l'hydrogène, pour une raison qui est très simple. Nous avons déjà mis 9,2 milliards d'euros d'investissement sur l'hydrogène dans le cadre du plan France 2030. Nous estimons qu'il ne faut pas rajouter de crédit d'impôt et que les coûts seraient trop élevés pour les finances publiques. Comment est-ce que nous finançons ce crédit d'impôt ? Nous le finançons par la réduction des niches fiscales sur les énergies fossiles. Nous proposons par exemple que la fiscalité soit alourdie sur les véhicules les plus lourds. Aujourd'hui, c'est 1,8 tonnes. Nous proposons d'abaisser le seuil à 1,7 ou 1,6 tonnes. Nous proposons de mettre fin au plafonnement du malus automobile à 50% de la valeur du véhicule automobile, là aussi pour financer ce crédit d'impôt. Enfin, pour répondre à la question de la présidente, il me semble que nous pouvons attendre le PLF pour le faire, même si ce sujet doit être débattu à l'occasion du projet de loi Industrie verte. Simplement, le vote du projet de loi Industrie verte sera une indication pour nos investisseurs de notre capacité à mettre en place un crédit d'impôt au PLF 2024. Une fois que le site a été trouvé, que le projet a été financé, il est indispensable de mieux protéger nos investissements industriels. Et c'est la troisième révolution parce que l'Union européenne, de manière générale, la France également, ont trop longtemps hésité à protéger leurs investissements. Nous avons commencé à le faire avec les investissements étrangers en France, mais nous voulons, je ne le cache pas, utiliser toutes les normes environnementales pour valoriser, protéger, défendre notre industrie nationale. Nous mettrons ainsi en place un label triple E, Excellence environnementale européenne, qui donnera un bonus à toute entreprise qui veut avoir accès privilégié à la commande publique, qui, je le rappelle, représente 150 milliards d'euros. Nous voulons changer la culture des acheteurs économiques et des acheteurs publics pour que les critères écologiques soient appréciés au même niveau que les critères économiques. Véritable révolution culturelle pour protéger nos entreprises qui sont, à travers la planète, les plus vertueuses. Je rappelle qu'entre un véhicule électrique produit en France ou un véhicule électrique produit en Chine, le véhicule électrique produit en Chine émet 46% de plus de CO2 à la production. Nous avons donc intérêt à utiliser ces normes environnementales pour protéger notre production. Nous le ferons également, et c'est là aussi une véritable révolution, pour le bonus électrique. Le bonus électrique représente 1,2 milliard d'euros, sous forme d'aide de 5 000 à 7 000 euros quand vous allez acheter un véhicule électrique à votre concession. 40% de ce bonus va vers les usines chinoises. Alors je suis très heureux que dans les usines chinoises soient produits des véhicules français, mais il se trouve qu'après, ça ne va pas en France, ça ne va pas pour des salariés français, ça ne va pas pour des ouvriers français, ça va pour des usines en Chine. Grand bien leur fasse pour les usines en Chine, mais le contribuable français n'a pas vocation à financer le développement des usines chinoises. Raison pour laquelle nous proposons de mettre en place des normes environnementales plus strictes qui permettront de réserver ce bonus électrique aux seuls véhicules produits sur le sol européen dans les conditions environnementales les plus exigeantes.
Voilà les grands éléments de ce projet de loi, Madame la Présidente. Il me semble que c'est un projet de loi stratégique pour la nation française, qui marque un double tournant vers l'industrie et vers la transition écologique. Je souhaite que, quelle que soit notre appartenance politique, nous puissions dégager une majorité sur ce texte au Sénat. Et je ne vous cache pas que je suis heureux que l'examen de ce texte commence dans votre Assemblée. Très bien. Oui, Monsieur le ministre Roland Lescure, vous voulez ajouter. Je vais dire vraiment quelques mots, Madame la Présidente, chère Sophie Primas, Monsieur le ministre, cher Bruno Le Maire, Mesdames et Messieurs, et notamment Madame et Messieurs les rapporteurs, peut-être pour illustrer sur quelques exemples très concrets ce que nous cherchons à faire. Nous étions hier tous les deux, mais avec un certain nombre d'entre vous, à l'inauguration à Douvrin de l'usine ACC. Ça, c'est pour, je dirais, l'industrie de la décarbonation. ACC, la demande d'autorisation, elle date d'il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, début juin 2021. En 2 ans, on a réussi à obtenir les autorisations et à construire une usine et à l'inaugurer le 30 mai 2023. Ça, c'est l'exception. Et il faut que ça devienne la règle. Évidemment, pour faire ça, on a aligné l'ensemble des élus locaux nationaux, l'ensemble des services administratifs. Il y a eu une volonté très forte d'avancer. Donc ça prouve qu'on sait le faire, qu'on peut le faire. Mais que pour ça, la meilleure manière de le faire, c'est que les règles deviennent en phase avec ces débats-là et donc de paralléliser les débats. Ça, c'est pour l'industrie de la décarbonation. On a un autre exemple en tête sur la décarbonation de l'industrie traditionnelle, puisque Madame la Présidente, vous nous demandiez un peu la différence entre les deux. Nous étions là aussi avec Bruno Le Maire à Dombasle, le 9 novembre dernier, chez le rapporteur général du budget, je ne sais pas s'il est là, ainsi que le sénateur Olivier Jacquin, chez Solvay. Solvay, pour installer une nouvelle chaudière qui permet de décarboner un processus extrêmement carbonant, avec là encore l'alignement de tout le monde, il a fallu 10 mois d'autorisation, là où on veut viser 6, 9 maximum. Donc ce projet de loi, il interviendra de manière très concrète pour accélérer ces procédures et faire en sorte que les industries traditionnelles, tout comme les industries de la décarbonation, puissent aller plus vite. Deuxième exemple, très important, Bruno l'a évoqué rapidement dans son introduction, nous souhaitons favoriser la circularité industrielle, le recyclage des déchets. Parce qu'in fine, les matières premières qu'on ne consomme pas parce qu'elles viennent d'un processus industriel, évidemment, c'est un pas de géant sur la voie de l'économie et de l'environnement. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'il faut au moins 1 an de procédure pour sortir un déchet industriel qui pourrait être directement réutilisé dans une usine de la procédure dite de déchets, qui est une procédure européenne pour laquelle, une fois n'est pas coutume, la France a décidé d'avoir une procédure plus contraignante que le reste de l'Union européenne. Donc vous pouvez choisir soit la procédure explicite, soit la procédure implicite. La plupart des pays ont choisi ce qu'on appelle la procédure implicite, qui est que si l'industriel respecte un certain nombre de critères, il peut réutiliser ses déchets dans son processus. Nous, on a fait une déclaration préalable. Pour être très concret, chez monsieur le rapporteur Saumon, il connaît sans doute l'entreprise L'Étoile, qui est une filiale du Relais, qui recycle des textiles et qui en fait des chiffons. Il faut que vous sachiez que pour recycler des textiles usagés et en faire des chiffons en France, il a fallu 1 an de procédure pour demander l'autorisation formelle de réutiliser des textiles usagés en chiffon. Après ce projet de loi, ce sera implicite, ce sera automatique, il suffira d'une déclaration de l'entreprise pour qu'on puisse recycler nos textiles en chiffon. Je pense que c'est peut-être pas révolutionnaire, Madame la Présidente, mais c'est quand même assez bienvenu et ça va permettre d'accélérer là aussi les procédures, y compris dans l'économie sociale et solidaire, puisque c'est l'exemple que je donne. Je ne serai pas plus long, si ce n'est vous dire, pour compléter les propos du ministre sur le financement, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler au Canada dans une entreprise d'investissement public qui investissait à peu près 300 ou 400 milliards de dollars canadiens, et notamment une grande partie dans l'économie locale et dans l'économie de la décarbonation. En France, notre grand investisseur institutionnel, c'est la Banque publique d'investissement. Elle investit 44 milliards d'euros au total. Donc on a vraiment besoin de mobiliser l'épargne privée pour le faire. Et je pense que les outils que nous vous proposons nous permettront de le faire. Merci, Madame la Présidente. Très bien, merci beaucoup. À partir des exemples que vous nous avez donnés, on va avoir plein de cas à vous soumettre sur les surtranspositions. Je vais commencer par donner la parole aux 4 rapporteurs et je vais commencer par Laurent Saumon et ensuite dans l'ordre Didier, Jean-Yves Roux et Christine Labarde. Laurent.
Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est présenté, dénommé Industrie verte, propose deux objectifs. La réindustrialisation de notre pays en favorisant l'implantation de nouvelles entreprises, en insérant la planification industrielle dans les SRADET. C'est l'article 1, naturellement, qui est intéressant, qui n'est pas contesté. En simplifiant et réduisant les délais, vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, et la consultation du public dès la recevabilité de la demande d'autorisation environnementale, dont parleront sûrement mes collègues rapporteurs. La réhabilitation des friches, notamment par l'amélioration, les friches estimées à 87 000 hectares en France, en améliorant la procédure du tiers demandeur et de favoriser le recyclage du foncier industriel avec la seniorisation des dépenses de mise en sécurité environnementale, comme vous l'avez précisé, qui sont d'un intérêt très positif. Et l'ambition de faciliter le dispositif site clé en main. À ce propos, vous l'estimez à 2000 hectares. Il serait intéressant de connaître, ce sera sûrement pour accueillir les PINM, les projets d'intérêt nationaux majeurs, quelle est la réflexion que vous avez sur ce sujet et comment et où seront-ils fléchés. Cette réindustrialisation et la décarbonation nécessitent la cohérence avec le développement du futur mix énergétique, mais la Présidente en a parlé, je n'y reviendrai pas. Une fiscalité attractive que vous avez évoquée, la disponibilité d'un foncier accessible sans obérer les nécessités environnementales à préserver malgré une réglementation allégée dont parleront sûrement les collègues. Comme vous l'avez précisé, Monsieur le Ministre, pour réussir, nous avons besoin de foncier dans un pays qui n'est pas extensible. Avez-vous dit, c'est un défi considérable. 10 000 à 20 000 hectares nécessaires. Pour vous, 20 à 30 000 pour le Président de la République, j'y reviendrai. Le rapport Gillot a fait le constat de délais d'installation industrielle plus longs, vous en avez parlé aussi, ce qui a valu dans la PJL les mesures favorisant les délais de délivrance de l'autorisation environnementale. Quelle analyse avez-vous cependant fait de ce constat? En avez-vous conclu, mais la Présidente Prima en a parlé, de la responsabilité majeure des collectivités locales dans le processus de délivrance des permis? Pour revenir plus pratiquement sur un certain nombre de sujets, les articles 8 et 9 du projet de loi qui vise à accélérer les procédures d'autorisation d'urbanisme, prévoit que pourront bénéficier respectivement les implantations d'installations industrielles, je cite, dans les secteurs des technologies favorables au développement durable et les projets industriels, je cite, d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. Tout ça demeure quand même un peu sibyllin. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les secteurs qui seront inclus dans le périmètre de ces articles? Seront-ils ceux qui sont couverts par le futur règlement européen Industrie zéro net? La présence du nucléaire au sein de ce règlement ne fait pas consensus. Le secteur nucléaire fera-t-il, dans tous les cas, partie des secteurs couverts par la future loi sur l'industrie verte? L'article 9 du projet de loi prévoit une procédure super accélérée de modification des documents de planification et d'urbanisme pour les projets, je cite, d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, dont la liste serait fixée par décret. L'ensemble de la procédure serait à la main de l'État, la participation des élus étant réduite à la portion congrue, mais la Présidente en a parlé également. J'aurai cependant 4 questions. Premièrement, comment ces projets d'intérêt national majeur seront-ils définis? Par qui? Sur quels critères? Avec quelle périodicité? L'article 1er du projet de loi renforce les compétences économiques de la région en matière de planification industrielle. Trouvez-vous cohérent de ne même pas prévoir de consultation des régions sur l'établissement de la liste des projets industriels d'intérêt national majeur? Je ne parle pas, bien sûr, même là, des collectivités locales. Deuxièmement, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ce qui pourrait être considéré comme un grand projet, mais vous en avez cité quelques-uns à l'instant? Combien de projets cela représente-t-il et pour quelle superficie totale? Troisièmement, nous partageons tous le souci de réduire les délais d'implantation d'industrie, mais cela implique-t-il de déposséder les collectivités de leurs compétences? L'État est-il le seul à vouloir aller vite? Quatrièmement, avec cette nouvelle procédure, l'État pourrait imposer unilatéralement aux collectivités de modifier les SRADET et les documents d'urbanisme. Cela pourrait-il aller jusqu'à modifier la répartition territoriale du ZAN? Cela pourrait-il aller jusqu'à mettre les collectivités concernées avec les objectifs de réduction de l'artificialisation que la loi leur a fixés? Vous nous dites qu'il est urgent de réindustrialiser, nous partageons cette urgence, or nous voyons dans les territoires des projets industriels retardés ou annulés au motif du ZAN, particulièrement que les collectivités sont mises en situation de choisir, notamment entre le développement économique et le logement. Nous avons pour le moins été surpris de ne trouver dans le projet de loi aucun dispositif d'exemption des projets industriels du décompte du ZAN, que votre collègue Christophe Béchu nous avait pourtant annoncé lors de l'examen en séance au Sénat de la PPL ZAN. Qu'en est-il? Soutenez-vous l'exemption des projets industriels du décompte du ZAN, au moins à titre transitoire? Le Président de la République a évoqué des besoins en foncier de 20 à 30 000 hectares pour tenir les objectifs de réindustrialisation.
Est-ce aussi le chiffre que vous retenez, parce qu'il n'était pas le même dans vos propos? Sur ce total, combien seraient occupés par les grands projets? Combien le ferait-il sur des friches? Combien en artificialisation nouvelle? Et enfin, la valorisation des friches est l'une des clés pour détendre la contrainte sur le foncier, éviter les conflits d'usage que le ZAN a déjà commencé de créer sur les territoires. C'est donc une des clés de la réindustrialisation, selon le préfet Rollon Mouchel-Blézot, que vous avez chargé d'une mission interministérielle de mobilisation pour le foncier industriel. Ce sont environ 8000 hectares de friches qu'il faudrait requalifier pour les seuls besoins industriels dans les prochaines années. Au-delà des timides mesures de libération du foncier industriel figurant dans le projet de loi, quelles mesures prévoyez-vous pour accompagner les collectivités dans la valorisation de ces fonciers, souvent pollués, dont la réhabilitation est particulièrement coûteuse? Merci, monsieur le rapporteur. Cher Didier Mandelli, voilà, on va essayer d'être un peu plus concis. Voilà, oui, merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Je souhaite vous interroger sur 3 points qui ont appelé l'attention de mon collègue Fabien Genet, rapporteur pour avis pour la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui n'a pu se libérer pour l'audition de ce soir et vous prie de m'en excuser. Premièrement, j'aimerais que nous abordions plus en détail l'évolution des procédures de consultation dans le cadre d'autorisation environnementale que vous proposez à l'article 2 du projet de loi. Le point saillant de cette réforme est la parallélisation des procédures qui permet de mener de front la phase d'examen et la phase d'instruction et ainsi d'accélérer la procédure d'autorisation environnementale, comme vous l'avez évoqué. Cette mesure accélérerait de fait la procédure, à condition que le projet change peu pendant la phase d'examen. Cependant, qu'en est-il si l'exploitant est amené à apporter des modifications substantielles qui remettraient en cause l'équilibre général du projet? Dans ce cas de figure, cette parallélisation des procédures n'est-elle pas un facteur d'allongement des délais? Par ailleurs, pourquoi avoir décidé de créer une nouvelle procédure de participation du public ad hoc plutôt que de réformer la procédure d'enquête publique actuelle? Le droit de la participation du public n'est-il pas aujourd'hui suffisamment complexe? Deuxièmement, je souhaite appeler à votre attention une disposition spécifique du même article 2 qui pourrait à première vue ne sembler être qu'un détail technique. Vous supprimez une disposition introduite par le Sénat, à mon initiative, dans la loi d'accélération des énergies renouvelables, promulguée il y a seulement 2 mois. Le droit actuel prévoit que pour les projets d'énergie renouvelable situés dans une zone d'accélération, la phase d'examen du projet est limitée à 4 mois. Cette limite est supprimée, alors que la réforme de la phase d'examen et de consultation que vous proposez n'offre pas de garanties équivalentes. Pourquoi avoir supprimé cette disposition? Par ailleurs, puisque vous tenez à intégrer dans le champ de ce projet de loi la question du délai d'examen des projets ENR, ne s'agit-il pas d'une opportunité pour transposer le délai maximum de 12 mois pour les procédures d'instruction des projets d'énergie renouvelable situés dans les zones d'accélération prévues par la directive RED 3 en cours d'adoption au niveau européen? Troisièmement, dernier point, je souhaite évoquer la problématique de la mise en sécurité et de la réhabilitation des friches industrielles et plus spécialement l'article 6. Vous restreignez le périmètre de la garantie financière que doivent effectuer les exploitants d'installations classées, ICPE, en raison de l'inefficacité avérée de ce dispositif. Pour assurer, malgré la suppression de cette garantie, la mise en sécurité du site puis sa réhabilitation en cas de défaillance de l'exploitant, vous instaurez une consigne et une nouvelle amende qui peuvent être ordonnées par le préfet en cas d'installation illégale, ainsi qu'une seniorisation des créances en cas de liquidation judiciaire. Dans le cas où l'exploitation n'est pas installée illégalement et n'est pas non plus en liquidation judiciaire, de quels outils disposeront demain les autorités pour contraindre une entreprise à respecter ses obligations de remise en état et de réhabilitation? En supprimant la garantie financière, ne risquez-vous pas au final de ralentir la réhabilitation des friches industrielles dans le cas que je viens d'évoquer? Merci. Merci beaucoup Didier. Monsieur Jean-Yves Roux. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Comme mes collègues rapporteurs, je souhaite vous interroger au nom de la Commission des lois qui est saisie sur les articles 12 et 13 du projet de loi relatif au verdissement de la commande publique. Je ne vous poserai qu'une seule question, mais que je vais légèrement développer car elle soulève une vraie difficulté de terrain que nous devons prendre en compte avant de voter sur ces 2 articles. Je souhaite en effet vous faire part du vif étonnement que j'ai ressenti en découvrant, au fil des auditions, à quel point les motifs d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession étaient une utile unité. Les motifs d'exclusion, dits de plein droit, ne font l'objet que d'une déclaration sur l'honneur qui n'est visiblement pas contrôlée. Les motifs d'exclusion, dits à l'appréciation de l'acheteur, ne sont à eux jamais utilisés, vraisemblablement par crainte de futurs contentieux. J'en veux pour preuve, suite à l'audition de la direction des affaires juridiques de votre ministère, à fournir la moindre estimation, même très approximative, du nombre d'entreprises concernées par des exclusions de plein droit des procédures de passation des marchés publics. J'en conclus qu'il n'existe aucun suivi
de cet outil qui nous est pourtant présenté comme un puissant moyen de verdissement de la commande publique. De façon plus problématique encore, l'UGAP nous a affirmé n'avoir jamais, et je dis bien jamais, fait usage des cas d'exclusion des procédures de passation de marché public. Il est pourtant demandé aux législateurs que nous sommes d'ajouter dans le Code de la commande publique 2 nouveaux motifs d'exclusion des procédures de passation des marchés publics. Je souhaite m'assurer que notre vote ne sera pas vain. Ma question est donc la suivante, et j'ai qu'une question. Comptez-vous donner les directives afin que les acheteurs publics s'approprient davantage la possibilité qu'offre le Code de la commande publique en matière d'exclusion des procédures de passation des marchés publics, notamment celles qui sont à l'appréciation de l'acheteur? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Et pour finir en beauté, Christine Lagarde. Merci. Je vais essayer d'être concise, Madame la Présidente. Donc, juste pour dire au ministre Le Maire que j'ai bu ses paroles sur le bonus écologique. Et finalement, c'est un peu dommage d'avoir raison trop tôt. Mais ça fait que la 3e fois qu'après m'avoir dit non, vous me dites oui 6 mois plus tard. Donc, c'est pour se faire désirer. C'est une technique. Peut-être que sur ce texte-là, j'aurais aussi... raison, peut-être après que vous ayez adopté ou pas, ou refusé ce qu'on va vous proposer. Juste pour dire que sur les articles 17 et 18, on a le sentiment qu'en fait ce texte de loi est un peu un bon moyen de légiférer sur des sujets qui sont parfois un peu ténus avec le sujet de la transition écologique, notamment parce que dans les articles 17 et 18, on retrouve des dispositions qui ont été adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi qui s'appelait « Protection des épargnants ». Je ferme cette parenthèse et pour vous poser 2 questions précises. Sur le plan épargne-climat que vous avez évoqué, la première question sera « Pouvez-vous nous indiquer le montant maximum qui pourra être versé sur ce plan ?» puisque c'est défini par voie réglementaire, mais c'est quand même intéressant de le connaître pour nous parlementaires, et surtout me dire quelle va être la forme de ce véhicule, puisque aujourd'hui le texte est très elliptique sur ce sujet. J'identifie 3 pistes et j'aimerais savoir laquelle va être retenue. Soit un encours qui serait géré par la Caisse des dépôts et consignations, soit un produit sous enveloppe assurantielle, ou encore une enveloppe de compte-titre. Vous voyez bien que suivant la forme qui va être choisie, ce n'est pas exactement le même objet qui sera proposé aux citoyens. Et enfin, sur l'article 19, qui prévoit une législation par ordonnance, j'aimerais que vous nous précisiez un peu plus le cadre de l'ordonnance. J'entends que là aussi, vous voulez utiliser le périmètre, enfin le vecteur législatif pour ne pas être en retard avec l'entrée en vigueur de la directive LTIF 2.0 en janvier 2024. Mais aujourd'hui, c'est trop flou pour savoir ce que vous comptez exactement faire. Très bien. Et bien sûr, ces premières réactions des rapporteurs, je vais vous laisser, messieurs les ministres, répondre. Merci, Madame la Présidente. Je laisserai Roland Lescure répondre sur les questions de procédure de paralysation, questions de Didier Mandelli, et je répondrai aux 3 autres séries de questions. D'abord, de combien d'hectares on parle au total? Très honnêtement, c'est difficile à évoluer. Je vais prendre l'entre-deux. Je pense que nous parlons de 15 000 hectares nécessaires pour ces projets d'industrie verte. Certains disent 10 000, d'autres 20 000. Je pense que 15 000 me paraît raisonnable. S'agissant du nucléaire, nous estimons que le cas a été traité dans le cadre du projet de loi sur le nucléaire, avec toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre sur pied ces nouveaux réacteurs nucléaires, obéissant à des normes très spécifiques, puisque nous parlons d'énergie nucléaire. S'agissant du projet d'intérêt industriel majeur, l'objectif est de concentrer la procédure autour du préfet pour que les élus aient un interlocuteur unique, qui soit un interlocuteur local et qui permette de faire valoir ses droits. J'y reviendrai précédemment. Le sujet évidemment majeur, c'est le ZAN. D'abord, je salue les travaux qui ont été menés par le sénateur Blanc et par la présidente Létard sur ce sujet. Je pense qu'on a beaucoup discuté ensemble. Ma position est très simple. Moi, je souhaite que les projets industrie verte soient exemptés du ZAN, sans quoi nous aurons beaucoup de mal, et je pense que les collectivités locales et les départements auront beaucoup de mal ensuite à faire valoir leurs droits
en matière de foncier, de disponibilité de foncier. Il se trouve que ces décisions seront reprises dans la proposition de loi qui sera étudiée à l'Assemblée nationale le 19 juin. Donc moi, je laisse à la sagesse des parlementaires le soin de savoir si on exempte du ZAN uniquement les projets portant sur l'industrie verte, répondant, puisque c'est le critère qu'on a retenu à la définition, comme l'a souligné Laurent Somon, des actes européens, donc l'éolien, les pompes à chaleur, les batteries électriques, l'hydrogène vert et le photovoltaïque, bien entendu, ou est-ce que nous élargissons à d'autres projets industriels dont nous estimons qu'ils favorisent aussi la transition écologique. Moi, je ne veux pas préempter le débat. Il me semble que le minimum, c'est de mettre l'ensemble des projets industriels répondant à la définition européenne de l'industrie verte. Une autre option, que je laisse une fois encore à la sagesse des élus, sachant que la sénatrice Létard et le sénateur Blanc ont beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a d'autres options plus larges. Mais vraiment, moi, je laisse ça au débat parlementaire. Mais le minimum pour moi, c'est que les projets industrie verte soient clairement exclus du calcul du ZAN, faute de quoi nous aurons beaucoup de mal à développer cette industrie verte. Je suis un peu insistant sur le sujet, mais l'enjeu est absolument décisif. Ça ne sert à rien d'avoir des crédits, des projets, des technologies, si on n'a pas ce qui est la base, le foncier et le terrain. C'est vraiment la base de la base, et je le dis de manière très pragmatique, en ayant été obligé parfois de renoncer à des projets faute de foncier disponible. Jean-Yves Roux, sur la commande publique, moi je suis tout à fait prêt à demander ce qui est plus de transparence sur les nouveaux motifs d'exclusion. Ces nouvelles exclusions pour respect des obligations environnementales feront l'objet d'une commission pour inciter les acheteurs à y avoir recours. Il y aura une communication qui sera faite sur ce sujet-là. Je suis prêt à ce qu'on fasse toute la transparence sur ce sujet. Il faut que l'instrument soit utile et efficace, et vous faites bien de nous le signaler si vous estimez qu'il ne l'est pas suffisamment pour le moment. Christine Lavarde, je rends hommage effectivement à votre position sur le bonus électrique. Je ne vais pas chercher à me défendre sur le sujet. Je dis simplement que, dans le fond, ici pour se parler de manière très transparente et très directe, il y a, comme toujours, deux visions politiques différentes. Et je pense que c'est bien de prendre le temps de les confronter pour faire des vrais choix politiques, je le redis, au sens le plus noble du terme. Il y a une vision selon laquelle la seule chose qui compte, c'est la baisse des émissions de CO2. Et la baisse des émissions de CO2 au niveau national. Tenir nos objectifs de zéro émission nette en 2050 et donc trouver tous les moyens pour atteindre cet objectif. Si le seul objectif, c'est de tenir cette ambition en 2050, quels que soient les modes de production, je reconnais bien volontiers qu'il est peut-être plus rapide d'importer des véhicules de Chine ou d'ailleurs. Simplement, le bilan au niveau international est mauvais, le bilan climatique, et le bilan économique au niveau national, alors là, il est catastrophique. Parce que vous vous fermez les portes à la réindustrialisation de la France. Donc c'est un vrai choix politique. Et pour tout vous dire, on en a débattu, y compris au sein du gouvernement. Et je ne vous cache pas que ma vision, et notre vision avec Roland Lescure, n'était pas forcément majoritaire au départ. Et puis finalement, dans notre sagesse, nous avons rejoint la vision de Christine Lavarde, qui est la deuxième vision, qui est de dire, si nous voulons réussir notre décarbonation tout en renforçant notre économie, il faut que toutes les aides aillent vers la production environnementalement la plus vertueuse, c'est-à-dire celle qui est réalisée en France et en Europe. C'est une autre vision. Je pense qu'elle est meilleure pour l'environnement, qu'elle est meilleure pour l'économie et qu'elle est meilleure pour la société française. On investit sur la décarbonation de notre industrie et sur la production de véhicules électriques en France. Une fois qu'on a fait ce choix politique, on se heurte à des contraintes techniques, parce qu'il y a toujours des gens pour vous dire il n'y a qu'à Faucon, c'est très simple, on réserve le bonus électrique aux véhicules produits en France ou en Europe. Sauf qu'il y a un droit européen que vous connaissez parfaitement. Et il y a une chose qui n'est pas possible en Europe,
Je le regrette parce que très honnêtement, ce serait plus simple. C'est de privilégier le contenu européen. C'est ce qui se pratique en Chine, c'est ce qui se pratique aux États-Unis. Aux États-Unis, les crédits d'impôt sont réservés à des véhicules ou à des productions qui ont un contenu local suffisamment important. Cette voie, nous l'avons explorée. Elle est sans issue du point de vue du droit européen. Je ne désespère pas de changer le droit européen, mais là, pour le coup, ça peut prendre un certain temps. Donc nous avons choisi une autre voie, qui est la voie normative, c'est-à-dire fixer des exigences environnementales suffisamment fortes pour que les aides, les bonus électriques, soient effectivement, de facto, réservés aux véhicules produits en France ou en Europe dans des conditions environnementales plus satisfaisantes que les véhicules produits en Chine. Donc voilà comment est-ce que nous en sommes arrivés aux conclusions auxquelles Christine Lavarde était déjà parvenue plusieurs années auparavant, mais au ministère de l'Économie et des Finances, nous sommes un peu lents et un peu besogneux. Sur le produit d'épargne vert, à qui sera-t-il ouvert? Il est ouvert à tout enfant de moins de 18 ans. Il sera ouvert par les parents. Il faudra qu'il y ait une autorisation parentale explicite. Un certain nombre de députés m'en ont fait la remarque quand j'ai consulté les groupes parlementaires. Et nous sommes prêts évidemment à prendre des amendements sur ce point tout à fait précis. Nous proposons que le montant de ce plan d'épargne vert soit plafonné à 22 950 €. Nous proposons que ça puisse prendre la forme soit de fonds, soit de titres, avec une gestion pilotée, pour avoir un rendement qui soit plus élevé que celui du livret A, tout en ayant une sécurité, je ne dis pas une garantie, mais une sécurité sur le capital versé dans ce plan d'épargne. Nous proposons, en troisième lieu, que cette épargne soit bloquée jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que c'est la condition pour avoir un meilleur rendement, et c'est la condition également pour avoir une sécurité sur le capital. Il est évident que nous prévoirions des clauses de déblocage en cas d'événements imprévus, maladie ou décès par exemple. Enfin, et c'est évidemment le point décisif pour ce produit d'épargne vert, je rappelle que nous proposons qu'il ne fasse l'objet d'aucun prélèvement fiscal et d'aucun prélèvement social. Zéro charge et zéro impôt, je le redis, aucun outil d'épargne ne dispose d'avantages fiscaux aussi importants, à l'exception du livret A. Très rapidement, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Sur les questions de procédure, je ne doute pas qu'on aura des discussions de détail extrêmement précises dans le cadre de la discussion des articles et des amendements, mais quand même quelques réponses importantes sur ces trois principales questions du rapporteur Mandelli. D'abord, sur le risque de modification de la demande et du dossier de l'industriel, je dirais en cours de route. Évidemment, ce risque-là, il existe déjà aujourd'hui et il est souvent d'ailleurs responsable d'un certain nombre de délais qu'il faut qu'on arrive à éviter. Et la meilleure manière d'éviter ça quand même, c'est de pouvoir travailler en amont avec les industriels, y compris avec les représentants de l'État, pour que, notamment quand les industriels en question viennent de l'étranger, ils soient bien renseignés et bien informés des procédures françaises pour qu'on ait le maximum d'informations en amont. Pour autant, le fait qu'aujourd'hui on parallélise les enquêtes va permettre des itérations, notamment avec l'allongement de l'enquête publique, qui, je pense, vont permettre de limiter le risque que d'éventuelles modifications du dossier par l'industriel allongent les délais. Je pense que c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, mais l'essentiel, c'est quand même de travailler les choses en amont. Alors, pourquoi ne pas réformer l'enquête publique ? Oui, pourquoi pas. Je pense qu'on ouvrirait une boîte qui permettrait sans doute pas d'avoir une audition ce soir qui se terminerait avant 20h ou avant 20h à 19h45 et surtout une ouverture des procédures et, il faut le reconnaître, des amendements qui y sont liés, qui pourraient concerner bien plus que l'industrie verte. L'urbanisme, le logement, etc. deviendraient l'objet de ce projet de loi. Je pense que Bruno Le Maire, quand il a commencé à travailler ce projet de loi, notre première réunion de travail, il nous a dit pacte, c'était génial, mais il faut reconnaître que c'était un peu long et qu'une fois sorti des procédures parlementaires, c'était même très très long. Et qu'on a privilégié un projet de loi ramassé, concentré sur quelques grands objets et exclusivement destiné à simplifier, accélérer le développement de l'industrie. Donc on a préféré, et c'est vrai que ça a du coup créé une procédure nouvelle pour les industries, mais se concentrer sur cette procédure qui, j'espère, sera plus efficace, avec des avantages importants, je le pense, plus rapide, plus efficace, et qui permettra, y compris avec l'utilisation des outils électroniques, d'aller plus vite.
Sur l'impact du projet de loi sur les dispositions que vous avez adoptées dans le cadre du projet de loi énergie renouvelable, j'ai l'impression, mais il faudra qu'on précise ça dans les discussions, notamment dans le cadre de l'examen du projet de loi, que ce qu'on fait, c'est tout simplement de s'inspirer de ce que vous avez fait, de l'élargir à l'ensemble des industries et à d'en raccourcir les délais et de remplacer le délai maximum de 4 par 3 mois. Mais il faudra s'en assurer. Donc là, je suis prêt, évidemment, nous sommes prêts à travailler avec vous pour nous assurer que nous n'avons pas ouvert une porte dans un coin qui, du coup, limiterait les contraintes que vous avez imposées, qui sont essentielles, à mon avis, pour les énergies renouvelables, mais aussi pour l'ensemble des industries vertes. Donc, de notre point de vue, on ne supprime pas une disposition de l'ENR, on fait, je dirais, un article de coordination qui fait que ce projet de loi est plus ambitieux, 3 mois plutôt que 4, et concerne évidemment, notamment, les énergies renouvelables, mais pas seulement. J'espère avoir répondu à Très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes extrêmement nombreux à poser des questions, donc je vais appliquer la règle de la Commission des affaires économiques, un peu frustrante. C'est 2 minutes par personne maximum, s'il vous plaît, et si vous pouvez éviter les redondances, ça serait formidable. Je vais passer la parole à Olivier Rittmann, puis à Hervé Gillet. Merci, Madame la Présidente. En préambule, Monsieur le Ministre Le Maire, je vais me décharger d'une responsabilité importante. C'est que j'ai eu mon prédécesseur ici au Sénat et à la Commission des affaires économiques tout à l'heure au téléphone. Je veux parler de Michel Raison. Il m'a chargé de vous transmettre son bonjour. Voilà. Et la concaillotte. Et la concaillotte. Ça, c'est fait. Monsieur le Ministre, votre projet de loi entend, je cite l'exposé des motifs, accélérer les délais d'implantation des sites industriels. Fort bien. Mais c'est un peu court. Depuis 2017, certaines entreprises, surtout des ETI, ont eu la chance de bénéficier d'un accompagnement privilégié des services de l'État, notamment pour l'exportation, avec un succès relatif vu notre déficit commercial. Certains de ces secteurs ont fait l'objet de mesures ciblées de simplification des normes et procédures. Je pense au numérique, les énergies renouvelables et le nucléaire. Et les autres, Monsieur le Ministre? Je pense à l'immense majorité des entreprises dans nos territoires, c'est-à-dire les PME, qui n'ont ni les moyens de gérer la complexité, ni la chance de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Sans une vision systémique du sujet de la simplification administrative, votre projet de loi manque, à mon sens, sa cible. Il ne faut pas que simplifier la construction des usines, mais englober toute la chaîne de valeur, toutes les entreprises, pas seulement industrielles, dans une démarche de simplification. Je soumettrai avec 2 collègues à ce sujet le 15 juin un rapport à la délégation aux entreprises du Sénat. J'en retiens en particulier un chiffre, 60 milliards d'euros par an, soit 3% du PIB. C'est le coût du fardeau normatif et réglementaire qui pèse sur les entreprises. Alors ma question, messieurs les ministres, à défaut de cette démarche systématique qui manque à votre projet de loi, je pense que vous avez fait une étude d'impact. Pouvez-vous nous indiquer combien d'entreprises vont bénéficier des articles 2 et 3 de la loi et à combien l'administration évalue les économies ainsi réalisées pour ces entreprises? Je vous remercie. Merci beaucoup. Notre collègue Hervé Gillet, ensuite Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, la planification territoriale est absolument essentielle et donc ce projet de loi prévoit bien sûr une inscription dans les SRADET, mais on s'interroge aujourd'hui de quelle manière les documents de planification, et plus particulièrement les SCOT, vont prendre en considération ces nouvelles orientations. Est-ce que c'est par obligation préfectorale ou est-ce que, effectivement, les SCOT seront véritablement associés à l'approche territorialisée de ce type de projet? De même, quand on parle des SRADET, est interrogé aujourd'hui le rôle et le positionnement des conseils régionaux par rapport à l'accompagnement de la mise en place de ce PGL Industrie Verte. Que recherchez-vous comme objectif à ce niveau-là? Est-ce que nous sommes dans un simple exercice de planification au travers du SRADET ou est-ce que vous recherchez des effets leviers au travers des conseils régionaux pour pouvoir accompagner cette politique de développement et donc dans quel cadre et dans quels objectifs? Est-ce que vous souhaitez que cette stratégie soit clairement inscrite dans le cadre des CPIER, ce qui serait quand même souhaitable pour créer aussi ces effets leviers avec les politiques d'État? Et en fait, pour revenir au niveau des SRADET et notamment à leur révision, si on en croit votre calendrier, cette modification des SRADET pourrait donc intervenir courant 2025, ce qui peut paraître un peu tardif.
Et il y a peut-être des opportunités de révision qui seraient plus souhaitables, notamment dans le cadre du calendrier du ZAN, ce qui permettrait de gagner un peu du temps. Quand on sait aussi la lourdeur de révision des SRADET, ça nous semblerait effectivement judicieux. Quel est votre point de vue sur cette proposition ? Merci, chers collègues. Ensuite, Franck Montaugé, puis Jean-Claude Tissot. Merci, Madame la Présidente. Merci, Messieurs les ministres, pour votre présentation. Je n'y vois pas personnellement clair dans le champ, non pas du texte qui est proposé, puisque vous l'avez précisé, Monsieur le maire, mais je ne vois pas la cohérence par rapport à la démarche zéro net européenne, qui définit 8 champs de technologies stratégiques permettant d'arriver à l'objectif du zéro net. Dans le champ que vous proposez, on n'y trouve pas, par exemple, les piles à combustible, tout ce qui touche au biogaz, au méthane. On n'y trouve pas, d'une certaine manière, les électrolyseurs, les technologies de réseau. Les technologies de réseau. Monsieur Lescure, Monsieur le ministre Lescure, nous avons eu avec vous un débat il y a quelques semaines ici au Sénat sur la place de l'hydrogène dans le mix énergétique français. Il va falloir développer sur le territoire national des technologies permettant de fabriquer, de mettre de l'électricité sur le réseau à partir d'hydrogène. Voilà. Ces technologies, elles sont fondamentales pour l'avenir. Pour réussir les objectifs, on ne les voit pas apparaître dans le champ de ce projet de loi, alors que les sites ne seront pas utilisés, ne seront a priori pas des sites déjà équipés. Voilà, il faudra créer des sites à cet effet-là. Donc moi je trouve que ce périmètre, eh bien, finalement il est un peu miteux. Il y a des trous et il y a des trous. Il y a des trous quand même qui sont importants, me semble-t-il, pour atteindre les objectifs sur lesquels on est tous d'accord. Après, sur le dernier point, la question des financements. Bon, je veux bien entendre les 5 milliards d'euros là pour les jeunes, ok. Je trouve que c'est hors de proportion avec les besoins de financement en rapport avec le périmètre de la loi, quoi. Voilà, sans compter le fait ou en redisant le fait qu'on est toujours en attente d'une stratégie énergie-climat claire, partagée, voilà. Qui aurait dû être abordé au préalable. Pardon, j'étais trop long. Non, merci beaucoup, Franck. Jean-Claude Tissot, ensuite Bernard Buis. Merci, Madame la Présidente, Messieurs les ministres. J'aurai 2 principales questions sur le projet de loi qui nous est présenté ce soir. La première portera sur l'article 5 de ce projet de loi qui propose des mesures facilitant et accélérant les procédures de réhabilitation des friches industrielles. Monsieur le ministre Le Maire, vous en avez parlé, mais je n'ai pas compris exactement. On sait que dans nos territoires, et particulièrement dans les territoires industriels et miniers, comme le mien, le département de la Loire, la question des friches est particulièrement complexe pour les collectivités et peuvent se retrouver avec des surfaces très importantes à gérer et des problématiques bien spécifiques, la salubrité, l'aménagement, l'accès, la pollution des sols. Et l'ensemble des dispositions que vous proposez semblent essentiellement centrées sur des procédures. Je souhaiterais savoir quelles sont vos intentions pour accompagner plus efficacement les collectivités sur ce sujet. Et ma deuxième question portera sur la prise en compte dans ce texte de la proposition de révision de la directive sur les émissions industrielles récemment examinée au Parlement européen. La portée de la directive a été élargie lors de ces débats européens, avec notamment la prise en compte des plus grandes fermes d'élevage, les élevages porcins et avicoles de plus de 200 UGB, oui, c'est ça, et les élevages bovins de 300 UGB. Alors, Monsieur le ministre chargé de l'industrie, quelle a été la position de la France lors de l'examen de cette directive, notamment sur cette question de l'élevage? Et est-ce que ce projet de loi sur l'industrie verte ne pourrait pas être un premier véhicule intéressant pour intégrer de nouvelles mesures sur l'encadrement des émissions industrielles? Je vous remercie. 1,21, Madame la... Parfait, Monsieur Jean-Claude Tissot. Merci beaucoup. Bernard Buis. Et pour finir cette première série de questions, Cécile Cukierman. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, ma première question pose sur l'intégration des acteurs territoriaux dans leur réindustrialisation. Est-ce que le couple maire-préfet sera l'artisan de la réindustrialisation dans les territoires ou bien est-ce que la volonté du gouvernement repose plutôt sur une reprise en main via les préfets et donc la déconcentration plutôt que la décentralisation? Dans le cadre de la sécurisation des approvisionnements en matières premières, quelle place le projet de loi accorde-t-il à l'économie circulaire, en particulier en ce qui concerne la réutilisation des matériaux de production au sein d'une même plateforme industrielle?
Enfin, sur les 50 sites France 2030, la création des 50 sites France 2030 et la dépollution des friches industrielles font partie des objectifs du projet de loi. Pourriez-vous détailler les critères de sélection de ces sites et les actions envisagées pour garantir leur succès et leur attractivité pour les investisseurs? Je vous remercie. Merci, cher Bernard. Et Cécile Cukierman. Oui, merci, Madame la Présidente. Messieurs les ministres, vous l'avez rappelé, l'agenda législatif à ce site particulier, c'est que la même semaine, nous allons examiner ici votre projet de loi sur l'industrie verte, là où nos collègues députés examineront le texte sur le ZAN. Et donc finalement, nous allons pouvoir résoudre cette difficulté qui a irrigué tous les discours des candidats à l'élection présidentielle, quels qu'ils soient. L'on veut tous préserver le foncier agricole, on veut tous répondre à la crise du logement, on veut tous réindustrialiser la France, tous ponctuant les discours par le qualificatif environnemental à tort ou à raison, chacun bien évidemment déployant ceci avec ses orientations et ses choix politiques. C'est ainsi en démocratie. Monsieur le ministre, dans le projet de loi, et vous y avez fait référence, vous parlez de la requalification des friches. C'est d'abord un défi immense. Vous l'avez dit, et donc pas d'utopisme, le temps de requalification des friches n'est pas celui de la nécessité de l'installation économique, mais si on prend sur une échelle de 10 à 20 ans et que l'on requalifie réellement toutes les friches, on les renature, on libère du foncier et donc du ténement, cela permet d'assouplir considérablement, à l'échelle de 10 à 20 ans, la pression qui est aujourd'hui réelle et qui est ressentie sur l'ensemble de nos territoires en matière de zéro artificialisation nette des sols. Cela permet de redonner envie de faire venir des industries et cela évite surtout une fracture qui pourrait se produire, qui est que demain, des territoires accueilleront des nouvelles industries quand les anciens continueront de garder leurs friches et leurs verrues en entrée de centre-bourg. La question, c'est que dans votre texte, il manque un vrai défi qui est celui des friches anciennes, finalement. Parce que vous présentez un certain nombre de mesures pour celles de l'industrie qui est en train de fermer et de se casser la figure, mais pour toutes les anciennes friches, qui sont très très nombreuses et qui représentent des milliers, des dizaines de milliers d'hectares, rien n'y est fait et pourtant c'est un vrai défi. Première partie de questions. Ensuite, Henri Cabanel. Oui, Madame la Présidente, sur la première question d'Olivier Rittmann, d'abord vous transmettrez mes amitiés à mon ami Michel Raison. La démarche sur le parallélisme des procédures est bien une démarche de simplification générale. On a eu là aussi un grand débat dans la préparation de ce projet de loi. Est-ce qu'il faut faire une révision des démarches d'autorisation industrielle uniquement dans le cadre de l'industrie verte tel que défini par la loi européenne, donc les 5 projets qu'on a mentionnés précédemment, ou est-ce qu'il est préférable d'avoir une démarche de simplification générale? Nous avons retenu une démarche de simplification générale. Ça fera probablement débat, mais je pense que c'est la compétitivité du site France qui est en jeu. Cela devrait concerner, en tout cas, à peu près 1000 entreprises, installations ou agrandissements par an, pour répondre précisément à votre demande de chiffrage. Sur la question d'Hervé Gillet sur les SRADET, est-ce que ça peut être un élément d'accompagnement des plans de développement? Moi, j'y suis tout à fait favorable. Et de manière générale, l'objectif est bien de faire travailler ensemble, j'y reviendrai, État et collectivités territoriales. Et dans le cadre du SRADET, l'objectif est bien de participer au développement industriel en s'appuyant également sur les régions. Franck Montaugé, je vous rassure, l'ensemble du périmètre du zéro net européen est bien couvert par le projet de loi. Simplement, sur l'hydrogène vert, nous avons fait le choix de sortir l'hydrogène vert du crédit d'impôt. Pourquoi? Je suis ministre de l'économie, je suis aussi ministre des Finances, donc je veille à ce que les projets de loi soient intégralement financés. Si vous mettez l'hydrogène vert dans le bénéfice du crédit d'impôt, là vous vous retrouvez avec des montants qui se chiffrent en plusieurs milliards d'euros. Et nous estimons que les 9,2 milliards d'euros qui ont été mis à titre d'investissement
dans la filière hydrogène vert, à laquelle je crois autant que vous, vont permettre le développement des électrolyseurs, de la recherche sur les valves, le soutien aux start-up. Elles sont très nombreuses, Life et d'autres, en plus de ce qui est fait par des grandes entreprises comme Air Liquide. Donc nous pensons que l'argent est suffisant. Nous pensons que mettre des crédits d'impôt serait excessif du point de vue budgétaire et qu'il vaut mieux s'en tenir à ce qui est prévu pour le moment. Sur la stratégie énergie, je vous rejoins totalement. Il est évident que, je le dis très simplement, l'intégralité de l'équilibre de ce projet de loi industrie verte, qui comporte de véritables révolutions sur le financement, sur la décision, sur les autorisations qui sont délivrées, ne peut fonctionner que si nous disposons de l'énergie décarbonée suffisante pour faire tourner les usines dont nous parlons. Qu'est-ce qui fait que notre véhicule électrique produit en France, avec la chaîne de valeur, avec les batteries électriques, avec le recyclage des batteries, émet moins de CO2 qu'en Chine? C'est qu'il n'y a pas d'usine à charbon, c'est qu'il y a de l'énergie nucléaire disponible et de l'énergie décarbonée disponible. Encore faut-il que le marché européen nous permette, d'ici début 2025, c'est notre objectif, d'avoir comme coût moyen de cette énergie décarbonée l'équivalence avec le coût moyen de production. C'est le combat que nous menons avec Agnès Pannier-Runacher, sur lequel les lignes bougent. Inutile de vous dire que ce n'est pas un combat facile. Et je vous rejoins totalement, c'est évidemment le point absolument clé. Je rappelle juste les chiffres. On estime qu'il faudra disposer à terme de 750 TWh d'énergie pour faire fonctionner un pays qui se réindustrialise, là où nous en sommes à 450 aujourd'hui. Jean-Claude Tissot, sur les friches, l'objectif est bien d'accompagner plus efficacement l'ensemble des collectivités locales, en nous appuyant notamment sur la Caisse des dépôts et consignations qui apportera 1 milliard d'euros à cet objectif. J'ai parfaitement conscience, et je réponds aussi à Cécile Cukierman là-dessus, nous nous appuierons sur le fonds vert, qui est l'ancien fonds friche. Il faut traiter toutes les actions de remise en état de ces friches. Par ailleurs, là aussi, je reprends ma casquette d'ancien élu local, il faut être assez lucide sur le fait que la plupart de ces friches aujourd'hui ne sont pas utilisées pour la réindustrialisation. La plupart servent pour des objectifs tertiaires, tout simplement parce que si elles sont tombées en friche, c'est que très souvent elles étaient en centre-ville ou à proximité du centre-ville et que les habitants ne veulent pas voir rouvrir une usine. Donc il faut tenir compte aussi de cette réalité-là dans la réhabilitation des friches. Je ne connais pas la position française qui a été prise sur l'élevage. Je ne sais pas si on a une réponse là-dessus, mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Bernard Buis, oui, l'objectif est bien de restaurer le couple maire-préfet. Je pense qu'il est extrêmement efficace. Simplement, pour les projets d'intérêt national, soyons très clairs, l'interlocuteur, c'est le ministre de l'économie ou le président de la République. Lorsque l'on parle de l'agrandissement du site de ST Microélectronique à Grenoble pour des investissements qui se chiffrent en milliards d'euros, le maire, le préfet sont évidemment impliqués, mais la décision relève de discussions directes entre l'investisseur, le ministre de l'économie, voire le président de la République. Il est évident que pour Prologium, investissement de 6 milliards d'euros, il faut tout le poids du président de la République pour que nous arrachions cet investissement par rapport à d'autres compétiteurs en Europe ou aux États-Unis. Et je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre, et je peux vous dire que je m'implique personnellement sur chaque décision d'investissement majeur dans notre pays, en obtenant après des résultats qui sont, je pense, positifs pour le pays. Pour les seules batteries électriques, je rappelle, c'est 10 000 emplois industriels qui vont être créés sur 4 gigafactories. 10 000 emplois industriels, on n'a pas créé ça depuis 4 décennies dans notre pays sur une seule filière. Enfin, Cécile Cukierman sur les ânes, je redis à quel point, suivant le travail qui a été fait par notamment Valérie Létard, il est à mes yeux essentiel, mais je m'en remets à la sagesse des députés, que soient exclus de ce calcul des ânes les projets de sites industriels verts ou non, mais à minima verts. Nous allons poursuivre. C'est bon ?
2 mots effectivement sur la directive IED. J'ai récupéré un peu d'informations. Donc c'est vrai que la Commission voulait élargir de manière assez large, c'est le moins qu'on puisse dire, cette directive à des activités agricoles. À ce stade, la présidence suédoise a proposé un compromis qui est quand même beaucoup plus restreint et qui viserait à élargir, d'inclure dans la directive EED toutes les exploitations bovines, porcines et avicoles comptant plus de 150 unités de gros bétail. À ce stade, la France a réservé sa position et essaye de converger vers une position évidemment bien moins ambitieuse et du coup bien moins contraignante pour nos agriculteurs. Tout ça devrait être finalisé d'ici la fin de l'année par la présidence espagnole. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Henri Cabanel, puis Amel Gacquer. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les ministres, ma question portait sur la loi ZAN et l'exemple d'une entreprise biterroise dans l'Hérault que le Président de la République était venu visiter, l'entreprise Genvia, fer de lance de la filière hydrogène vert. Mais vous avez répondu à la question puisque vous avez dit que ces entreprises seraient exemptées de la loi ZAN, ce qui permettra d'éviter le casse-tête des élus locaux pour à la fois installer ces gigafactories très consommatrices de foncier et en même temps installer les PME. Voilà, je ne serai pas plus long et merci d'avoir répondu, en espérant d'ailleurs que votre collègue Christophe Béchu est bien sûr sur la même ligne que vous. Henri pour la concision. Amel Gacquer, puis Serge Babary. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, élu dans le Pas-de-Calais, je ne peux pas ne pas, à mon tour, évoquer et saluer l'implantation d'ACC inaugurée hier, la première gigafactory de batteries électriques dans un territoire historiquement industriel. Territoire qui, grâce aux 3 autres projets de gigafactory, est en train de connaître un véritable tournant vers l'automobile de demain. Et je pense que c'est important de le souligner, grâce à la mobilisation de tous, élus locaux, collectivités territoriales, État et entreprises. Cette usine, c'est 2000 emplois et 500 000 voitures équipées de batteries électriques d'ici 2030. Plus globalement, les objectifs de cette gigafactory rejoignent les axes retenus dans ce projet de loi: la création d'emplois, la décarbonation de notre industrie et enfin la défense de notre souveraineté industrielle dans un secteur stratégique, celui de la batterie électrique. L'ambition du gouvernement est donc à saluer. Cependant, subsistent quelques interrogations sur l'écosystème industriel et sur la chaîne de valeur. Je souhaite aborder un point qui n'a pas été évoqué alors qu'il demeure pour ma part déterminant dans notre volonté commune de verdir notre industrie. La décarbonation de notre industrie sera fortement consommatrice de métaux critiques. Or, les dépendances stratégiques de notre économie, notamment en la matière, pourrait compromettre l'objectif d'une véritable réindustrialisation verte. Pour exemple, chaque voiture électrique va nécessiter 10 kg de lithium en moyenne. Mes questions sont les suivantes. Le gouvernement a-t-il pris la mesure des besoins de notre industrie en matière d'approvisionnement en métaux critiques? Et quelle est sa position sur l'extraction du lithium, métal stratégique pour la décarbonation de notre industrie? Pour rappel, la France compte une 40aine de sources selon le Bureau de recherche géologique et minière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amel. Serge Babary, ensuite Sylviane Noël. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les ministres, je voudrais évoquer deux thèmes. Le premier, celui de la logistique. La logistique, elle accompagne automatiquement le développement industriel. Et quand on parle de gigafactory, il faut imaginer immédiatement à proximité des installations importantes en logistique pour éviter justement des transports à longue distance pour à la fois approvisionner les industries, mais aussi stocker sans doute les produits finis. J'ai bien entendu que vous indiquiez que les éléments d'accélération des procédures, il y aura une simplification générale. Donc j'imagine que ça touchera l'installation des bâtiments de logistique dont je viens de parler. Mais à côté de ce qu'on pourrait appeler la simplification en amont, c'est-à-dire
jusqu'au dépôt du dossier, il y a aussi les problèmes en aval qui sont parfois longs. Il s'agit des recours. Et je voudrais attirer votre attention, en particulier pour la logistique. Les recours sont nombreux et il faudrait imaginer de pouvoir agir contre les recours abusifs, parfois de la part d'associations qui n'ont aucun lien avec le territoire et qu'il faudrait pouvoir permettre une réduction de l'intérêt à agir pour éviter de bloquer un des éléments clés du développement industriel, parce que c'est un accompagnement essentiel. Je parle donc de la logistique. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est le financement. Vous l'avez indiqué, moi je m'intéresse particulièrement au financement des PME et ETI dans les territoires. Il s'agit d'entreprises qui peuvent concourir à l'industrie verte et qui recherchent des financements. Je reviens sur une idée que j'ai développée à plusieurs reprises ici, ceux des fonds régionaux. Parce que pour le financement, l'article 18 indique bien soutenir le développement des fonds européens d'investissement pour les ETI et PME. Mais dans les territoires, on peut mobiliser, je pense, des fonds, lever des fonds régionaux. Ça se passe dans certaines régions et ça devrait être développé justement à l'occasion de l'industrie verte pour nos PME locales. Merci beaucoup, Serge. Sylviane Noël, ensuite Valérie Létard. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les ministres, ma question porte sur 2 points. Le premier point est relatif à la diminution de l'empreinte carbone et plus particulièrement au triple E afférent. Pouvez-vous nous confirmer que le nouveau standard sera basé sur les caractéristiques des standards et labels existants et que ce standard ne sera pas uniquement français, mais qu'il s'inscrira bien dans les standards européens pour faciliter la capacité des entreprises à intégrer ces nouveaux standards? Il ne semble en effet pas nécessaire de réinventer quelque chose. Il existe déjà suffisamment de labels. Et d'autre part, je souhaite vous alerter sur les inquiétudes qui portent sur le crédit impôt recherche, car le gouvernement a déjà prévenu que les dépenses devront être financées par des économies équivalentes. La perspective d'un coup de rabot du crédit impôt recherche, et notamment sur celui qui porte sur les dépenses de veille technologique ou de bonification de crédit impôt recherche pour l'embauche de jeunes docteurs, alors même que c'est un dispositif efficace sur la dynamique de l'innovation, serait contre-productif car il n'y aura pas de réindustrialisation sans capacité à innover et à transformer nos innovations en produits. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point? Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylviane. Valérie Létard, ensuite Anne-Catherine Loisier. J'annonce que je ne prends plus d'inscription parce que sinon ça va aller trop loin. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les ministres, chers collègues, merci d'abord à Monsieur le ministre Bruno Le Maire d'avoir pris attention à la question corollaire et en tout cas indissociable qui existe entre la maîtrise du foncier, le zéro artificialisation nette et l'industrie verte et la nécessité effectivement rappelée, Monsieur le ministre, de s'inquiéter de la façon dont serait décompté ou non le foncier mobilisé pour l'industrie dans le cadre des enveloppes des SCOT et des régions. À une petite subtilité près, Monsieur le ministre, sur lequel j'aimerais vous interroger parce que ça nous taraude beaucoup et c'est vraiment au cœur de la réflexion, c'est qu'il y a plusieurs façons de le dire. On peut dire exempté, exclu, compté à part. Il y a une question qui reste entière et qui n'est pas tranchée, je pense, entre les uns et les autres, c'est celle de la mutualisation qui nous est dite lorsque nous auditionnons, par exemple, notre ministre de l'écologie, M. Béchu, qui nous dit « oui, on compte à part », mais nous souhaitons mutualiser, c'est-à-dire répartir entre les régions. Mais ce qui veut dire, Monsieur le ministre, en clair, qu'on va partager l'effort entre les 13 régions et que ça veut dire qu'en plus des 50% qui seront décomptés de l'enveloppe des SCOT, on additionnera les projets d'intérêt nationaux. Donc, Monsieur le ministre, là-dessus, c'est vrai que nous aimerions connaître votre position. C'est-à-dire, est-ce que c'est une exemption totale et sans redescente au niveau régional? C'est important. Vous avez parlé beaucoup, Monsieur le ministre, de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la coopération, le partage qu'il nous semble essentiel d'avoir avec des régions et des intercommunalités compétentes en matière de stratégie de développement industriel et la façon dont vous allez construire, choisir, identifier, procéder à l'élaboration et au choix avant de remonter ces projets au niveau d'un décret en Conseil d'État. Et là-dessus,
avec la PPL ZAN, nous avons aujourd'hui au cœur de nos préoccupations la nécessité de rédiger quelque chose qui fasse écho à votre texte, mais qui puisse globalement atterrir dans les régions. Un SRADET, on ne peut pas l'écrire en 3 fois. On doit l'écrire en 1 fois et l'organiser et trouver quelque chose qui permette en même temps la souplesse. Donc, Monsieur le Ministre, c'est très important de continuer à travailler ensemble sur ce sujet. Puis un dernier point, une seconde. Monsieur le Ministre, quand on fait de l'industrie, on a besoin de salariés. Et quand on a des salariés, il faut les loger. Il y a quelque chose qui relève de votre périmètre de responsabilité, qui est le devenir d'Action Logement. Et là-dessus, Monsieur le Ministre, nous aimerions connaître votre sentiment, votre avis sur le classement en appui par l'INSEE, sur l'avenir de la convention qui lie Action Logement à l'État. C'est important, Monsieur le Ministre, parce que ce qu'on sera capable de mobiliser comme moyen pour financer le logement des salariés est déterminant. Merci beaucoup Valérie. Anne-Catherine Loisier, ensuite Vanina Paoli-Gagin. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres. Juste 2 points complémentaires, j'espère en tout cas. Tout ne sera pas décarboné, donc il y aura aussi de la compensation. Et je voudrais savoir ce que vous envisagez pour notamment flécher la compensation en valorisant prioritairement les puits de carbone de nos métropoles ou de nos outre-mer, donc les puits de carbone essentiellement agricoles et forestiers, afin de favoriser aussi quelque part la transition écologique et l'adaptation de ces espaces. Et puis deuxième question qui est peut-être un peu anticipée, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais je voudrais savoir ce qu'il en serait exactement des crédits d'impôt, de la question des crédits d'impôt sur les investissements étrangers qui a pu être évoqué et qui serait finalisé dans un deuxième temps en PLF. Est-ce que c'est une idée qui a été mise de côté? En tout cas, voilà, nous expliquer pourquoi il faudrait des crédits d'impôt sur les investissements étrangers et pas forcément sur d'autres secteurs. Merci beaucoup Anne-Catherine. Vanina Paoli-Gagin, puis pour finir, Michel Kenvet. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres. Merci pour cette présentation. J'ajouterais, Monsieur le Ministre Le Maire, juste au sinistre que vous avez égrené, que vous avez, je pense, omis, qui est que notre désindustrialisation a beaucoup pesé aussi sur notre incapacité à atteindre notre objectif de Lisbonne, puisqu'en fait, 2 tiers de la R&D provient de l'industrie. Donc, remettre en route notre industrie, c'est aussi reprendre place par rapport à l'objectif qu'on s'est nous-mêmes fixé. 2 petites questions qui concernent essentiellement le financement et qui vous intéressent en fait tous les deux, amont et aval. Effectivement, nous saluons le drainage de l'épargne publique aux fins de financer cette industrie. Je m'interroge sur le dispositif, par exemple, du PER, sur les allocations d'actifs en fait sous-jacents. Je vois que c'est du côté. Et donc là, je rejoins un peu ce qu'a dit mon collègue Babary. Je voudrais quand même qu'on s'assure qu'il y ait aussi des quotas de non-cotés qui puissent bénéficier de ces dispositifs d'épargne qu'on va drainer auprès des Français. Et deuxième point, je voulais savoir si vous pensez qu'il faudrait aussi qu'on ait des poches d'investissement ou des véhicules dédiés à la consolidation stratégique d'acteurs plus petits, des PME, PMI, ETI, pour créer de nouveaux champions industriels français. Merci beaucoup. Et Michel Kenvet. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues. Je veux saluer l'engagement du gouvernement pour la réindustrialisation de la France. Le département du Finistère. Cela se passe d'ailleurs le jour où la presse régionale de Bretagne annonce l'abandon du projet d'installation près de Rennes de l'usine Bridor et de ses 500 emplois, 1 an et demi après que les premiers recours au tribunal administratif aient été engagés. Et je voudrais à cet égard demander si, dans le fléchage des investissements, est-ce qu'il est prévu une répartition sur l'ensemble du territoire national ou va-t-on uniquement privilégier les territoires peut-être où le taux de chômage est le plus élevé? Je veux parler notamment des Hauts-de-France, puisque c'est là que sont localisés une partie des investissements. Et puis, comme Amel Gacquer, je suis aussi préoccupé par le recours aux matières premières. Est-il envisagé des dispositions pour permettre ce recours aux matières premières en dehors du recyclage des métaux précieux, bien entendu? Merci beaucoup, Michel. Vous me permettrez quelques petites questions
rapide à la fin à mon tour. J'aurais voulu savoir si sur les crédits d'impôt et sur les bénéfices fiscaux qui vont sous-tendre le soutien à cette industrie verte, il y aura des conditionnalités, des aides sur la durée pour rester dans le pays ou sur un certain nombre d'autres éléments. J'aurais également voulu rappeler sur le fonds friche, puisqu'il a été évoqué plusieurs fois, que ce fonds friche, enfin le fonds vert, devenu vert, de 2 milliards, sans être taquine, est pour moitié destiné à compenser la CVAE pour les départements. Donc est-ce que le milliard restant va suffire, compte tenu du fait qu'il y a aussi le fonds Barnier qui est dedans et un certain nombre d'autres fonds. Et je voudrais aussi me féliciter sur que vous parliez, Monsieur le ministre Bruno Le Maire, du bilan carbone, parce qu'il a été introduit avec beaucoup de difficultés au Sénat par notre collègue Daniel Grémillet qui est là, et nous pensons en effet que c'est le bon outil pour mesurer ce que nous devons faire en matière écologique. Voilà, je vais vous laisser peut-être répondre à l'ensemble de ces questions et on sera à peu près dans les temps, je pense, connaissant votre concision. Merci, Madame la Présidente, et merci de votre efficacité reconnue. Henri Cabanel, je pense que j'ai répondu sur les ânes, j'y reviendrai plus tard. Mais sur l'hydrogène vert, je vous redis que nous voulons soutenir les projets des start-up comme des PME. Amel Gacquer, sur la question des matériaux critiques, vous lui transmettrez ma réponse, qui s'adresse également à Michel Canevet. C'est évidemment un point tout à fait essentiel. Notre stratégie repose sur 3 piliers, avec un objectif stratégique qui est de maîtriser l'intégralité de la filière. Il ne s'agit pas uniquement de produire les batteries électriques, il faut maîtriser l'intégralité de la filière. Je recommande une nouvelle fois d'aller visiter l'usine ACC, vous verrez que c'est impressionnant. C'est des outils industriels comme il en existe peu en Europe, de complexité, de technologie, de taille. Donc à partir du moment où on fait des investissements pareils, il est bon d'avoir aussi l'amont et l'aval, c'est-à-dire le recyclage. En amont, le plus important, c'est d'avoir un accès sécurisé aux matériaux critiques, en particulier le lithium. Donc nous avons pour ça demandé à un délégué interministériel de travailler sur le sujet, confié une mission à Philippe Varin, qui nous a remis des propositions sur le sujet. Nous travaillons également à une stratégie européenne de diversification des sources, qui peut être orientée vers le Canada, vers l'Amérique du Sud ou vers l'Indonésie. Et nous voulons évidemment travailler sur l'ouverture de mines. Je rappelle qu'il y a une mine qui se trouve dans l'Allier, la mine d'Iméris, qui est remise en état de fonctionnement, qu'il y a d'autres projets qui sont à l'étude en Alsace. Donc nous avons des possibilités d'ouvrir des mines de lithium dans des conditions environnementales satisfaisantes. Vous avez vu qu'au Portugal, où le sujet avait soulevé énormément de controverses, finalement un accord a pu être trouvé qui préserve à la fois les intérêts environnementaux et les intérêts de sécurité d'approvisionnement. Donc je pense que ça, c'est la première source possible, sécuriser notre approvisionnement en utilisant les ressources nationales, les ressources européennes. J'ai cité le Portugal, je pourrais citer aussi la Suède. J'ai rencontré un des grands producteurs de métaux critiques en Suède lorsque je m'y suis rendu il y a quelques jours, l'Amérique du Sud et le Canada et l'Indonésie pour des territoires plus lointains. Premier pilier, la sécurisation de l'approvisionnement. Deuxième pilier, c'est la stratégie circulaire de recyclage et de réutilisation des matériaux. Le projet qui a été ouvert notamment avec Orano et un acteur chinois doit nous permettre de récupérer les matériaux critiques qui sont sur les batteries usagées. Ce sont des technologies, là aussi, qui sont des technologies extraordinairement pointues que ne maîtrisent que quelques pays à travers le monde, pas plus de 3 ou 4. La France fera partie des pays qui maîtriseront ces technologies et qui pourront par conséquent récupérer par recyclage les matériaux critiques dans les batteries. Enfin, troisième orientation, c'est d'être déjà dans l'innovation vers d'autres batteries plus performantes et moins consommatrices de métaux critiques. Je pense au ion lithium solide. Aujourd'hui, ACC, c'est du ion lithium liquide. C'est la technologie qui va être utilisée par Prologium qui permettra d'utiliser moins de matériaux critiques que ceux qui sont utilisés
actuellement. Serge Babary sur les fonds régionaux, oui, bien sûr. Je pense que ça peut être tout à fait utile de les mobiliser et de les utiliser. Sylvain Noël sur le triple E, il s'agit bien, Sylviane, pardon, d'utiliser les caractéristiques des labels existants dans le cadre européen. Et s'agissant du CIR, je veux être très clair, nous avons écarté toute modification du CIR parce que nous estimons que le bilan coût-avantage est négatif. L'avantage, c'est qu'on pouvait récupérer quelques dizaines de millions d'euros, voire davantage, pour financer le projet de loi. Le défaut, c'est que cela crée de l'instabilité pour les investisseurs, avec le risque de nous faire perdre un de nos grands avantages comparatifs par rapport aux autres nations européennes en matière d'attractivité. Donc il n'a pas été retenu de modification du CIR dans le cadre de ce projet de loi. Je veux être très clair sur le sujet. Valérie Létard, là aussi je vais être très clair et transparent, je suis favorable à ce que les projets d'industrie verte, que ce soit les projets d'intérêt national ou les autres projets de PME et d'ETI, soient exclus du calcul du ZAN. Je sais que d'autres plaident pour qu'il y ait un comté à part. Je pense qu'à force de compter à part beaucoup de projets, on va se retrouver avec l'intégralité du pays qui va se trouver mis en stock et difficile ensuite à répartir. Donc c'est ma position, je le dis très simplement, c'est la position du ministre de l'économie et des finances, elle n'est pas encore définitivement arbitrée, mais je pense qu'il faut que chacun réalise que la course dans laquelle nous sommes engagés est difficile, elle fera quelques gagnants, très peu, et beaucoup de perdants, et que je préfère que la France compte parmi les gagnants. Et croyez-moi, pour me battre avec mes équipes depuis plusieurs années sur chaque investissement demande des milliers d'heures de travail et d'engagement des équipes techniques et des responsables politiques. Donc je veux mettre tous les atouts de mon côté. Et si nous commençons à expliquer qu'on va stocker en réserve des projets industriels stratégiques, il y a fort à parier qu'ils iront ailleurs qu'en France. Donc on n'aura plus rien à stocker du tout. Donc je préfère qu'ils soient exclus. Sur les puits carbone, nous sommes tout à fait prêts à regarder ce qui peut être fait. Le crédit d'impôt, je rappelle qu'il est pour les investissements faits en France, mais ça peut être des investissements français ou des investissements étrangers, peu importe. S'agissant, Vanina Paoli-Gagin, du PER, les actifs sont des actifs non cotés. Donc je pense que ça répond à votre question des allocations, sans obligation en tout cas. L'idée, c'est de flécher la cité. Ça, on peut, voilà, tout cela mérite d'être approfondi et je pense que le débat nous permettra de préciser les choses. Michel Canvet, sur la répartition par territoire des investissements, très franchement, c'est la disponibilité du foncier qui, en général, décide de l'investissement. Il se trouve, si on est tout à fait honnête, qu'aujourd'hui, le premier bénéficiaire de ces investissements industriels, ce sont les Hauts-de-France. Pour des raisons qui sont assez intéressantes. Il y a du foncier disponible, puisque évidemment il y a des friches. Il y a la disponibilité d'un port de premier plan, Dunkerque. Et vous avez, élément absolument décisif en tout cas pour Prologium, une centrale nucléaire, qui est la centrale de Gravelines, qui permet d'approvisionner en électricité décarbonée à un coût compétitif. Il me semble que dans un territoire qui a été tellement marqué par la désindustrialisation, ça n'est que justice de voir revenir des investissements industriels, mais il faut évidemment que toute la nation puisse en bénéficier. Enfin, pour répondre à la présidente, oui, il y aura une conditionnalité au crédit d'impôt, puisque ne seront éligibles au crédit d'impôt qu'un certain nombre de secteurs clairement définis et que l'ensemble de ces entreprises devront avoir rempli leurs obligations environnementales, notamment de bilan des émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que c'est une obligation légale de produire son bilan des émissions de gaz à effet de serre et qu'aujourd'hui, seuls 53% des entreprises ont rempli cette obligation. Pour compléter, Madame la Présidente, donc sur les matériaux de base, on va même au-delà, puisqu'on a sélectionné le fonds qui va nous permettre de gérer des encours, de manière à financer des projets d'extraction de matériaux rares ou de matériaux miniers en France ou à l'extérieur. On a sélectionné le fonds Infravia. L'État mettra 500 millions et l'objectif, c'est que le fonds Infravia lève jusqu'à 2 milliards d'euros, 1 milliard dès cette année, 2 milliards à terme, y compris auprès de clients potentiels, donc de constructeurs de batteries et autres.
Le ministre l'a dit, le recyclage est important parce qu'à terme, ça permettra évidemment d'accroître la compétitivité du site France-Europe vis-à-vis des batteries, mais aussi de limiter les extractions. Et puis notre capacité collective à faire ce qu'on appelle de l'extraction responsable. Et donc, comme vous l'avez dit, au niveau du Portugal, il faut qu'on le fasse dans le monde entier, qu'on impose des critères qui font que notre capacité à miner soit responsable et reconnue comme telle et que ce soit une contrainte pour les matériaux de base en Europe. Il y avait une question sur les recours abusifs du sénateur Babary. Bon, c'est un sujet délicat, parce que le droit au recours, vous savez, est constitutionnel, mais nous sommes ouverts à des propositions parlementaires sur les recours abusifs. À ce stade, ce qu'on a prévu de faire, mais c'est de niveau réglementaire, c'est dans le cadre des projets d'intérêt national majeurs qu'on puisse envisager des dispositions particulières pour le contentieux, qu'on supprime un degré de juridiction, on démarre directement en cours d'appel, comme ça a été fait pour le projet de loi ENR, avec un délai de jugement limité à 10 mois. Nous sommes évidemment prêts à examiner d'autres dispositions si vous avez des idées. Si la présidente m'y autorise, il y a 2 derniers points que j'ai oublié de mentionner. D'abord, la réponse sur le classement en APU de la dette d'Action Logement. J'ai vu à 2 reprises le président d'Action Logement. Je pense que nous trouverons un accord ensemble pour tenir compte des réserves d'Action Logement sur ce sujet. Il y a un recours. Je pense qu'il faut respecter les délais de justice. Il y a un deuxième point que je voulais absolument mentionner, c'est sur les Outre-mer. Je rentre d'un déplacement de 2 jours en Martinique et en Guadeloupe. Je pense qu'il est très important, ce n'est pas le cas pour le moment dans le projet de loi, qu'il y ait des dispositions spécifiques pour l'outre-mer qui regorgent de projets industrie verte très intéressants, qui fait face à des contraintes spécifiques que vous connaissez parfaitement, auxquelles il me semble important que nous répondions dans ce projet de loi. J'avais une question en ce sens, et notamment les équivalences normatives, elles ont un impact considérable sur l'empreinte carbone, puisque pour bénéficier de bois de Guyane, de bois du Brésil, il doit traverser l'Atlantique pour avoir un tampon norme européenne et revenir, et j'en passe, et parfois aussi... C'est tout ce que nous voulons arriver à régler, qui m'a été souligné de manière très claire lors de mon déplacement. Je vous remercie. Vos propositions sont les bienvenues. Très bien, merci beaucoup. Il me reste à vous remercier tous les deux ainsi que l'ensemble de votre équipe pour cette première audition, mais qui sera suivie probablement de rencontres, de questionnements et d'échanges. Merci aux rapporteurs d'avoir été là et merci aux membres de la commission.